Bonjour. Alors bonjour, bienvenue dans le Didi Marathon Prévention et cette nouvelle interview. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Brunet-Jambu, qui est présidente du collectif Alexis Danan de Bretagne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au Didi Marathon Prévention et de nous présenter donc votre association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que fait votre association, s'il vous plaît? Alors, notre association, elle aide essentiellement des victimes elle aide tout enfant qui vient chercher de l'aide. Mais elle est très spécialisée dans la parole de l'enfant et l'enfant victime de violences, soit conjugales, soit violences sur sa personne, donc psychologique, physique et sexuelle, qui est notre, excusez-moi de dire ça, mais notre gros staff un peu d'enfants. On accueille tout enfant qui vient chercher de l'aide et tout parent qui demande de la protection pour son enfant. Donc, on a grosso modo en ce moment 120 enfants, 120 dossiers en gestion. Donc, évidemment, pas tous bretons, voilà. On accompagne des enfants, mais on les accompagne dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on lutte contre le harcèlement scolaire, on met en place des stages Vid Emotion qu'on appelle pour permettre aux enfants de canaliser leurs émotions. On emmène des enfants au Puy du Fou pour faire un parallèle entre leur histoire et l'histoire de France, en leur disant que l'histoire, elle peut être belle et qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'était pas bien, mais l'adulte qui va être demain, lui, il peut être beau. Voilà. Parce que je crois que quand on a une victime, il faut lui donner de l'espoir. C'est essentiel pour qu'il avance dans la vie. Et donc, on travaille beaucoup sur des ateliers thérapeutiques, des accompagnements psychologiques et aussi les accompagnements judiciaires. On n'hésite pas à verser parfois des honoraires d'avocat pour être sûr que l'enfant soit bien défendu. C'est primordial pour nous. Donc, ça, c'est notre gros. Mais on a 50%, alors ça, c'est 50% de ce qu'on fait. On a notre protocole Calliope, qui est abouti, qui est avancé, qui fait c'est 6 ans de travail. Ouais, alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce protocole? En fait, en quoi il consiste? Qu'est-ce que c'est quoi l'objectif? Le protocole Calliope, c'est une adaptation du guide d'accompagnement des enfants témoins et victimes du CAVAC au Québec. Et donc, nous, on a fait un partenariat avec le CAVAC et on a franchisé ce protocole, on l'a mis à la justice. On est allé le montrer dans tous les organismes, ministère de la Justice et tout. Donc, nous, on nous a dit, c'est bien, faites vos preuves. D'accord. Excusez-moi. Pas de souci. Et donc, évidemment, faire ses preuves, c'est pas facile quand le milieu de la justice et tout est fermé. Ça a été un peu compliqué vu mon histoire personnelle avec les institutions, de leur montrer qu'on pouvait faire des choses bien ensemble. En même temps, en parallèle, j'ai écrit un livre pour montrer tout ce que moi j'avais vécu et tout ce que les administrations différentes les unes des autres ont pu faire vivre à une victime de ma famille. Et puis, petit à petit, les portes se sont ouvertes. Donc, il y a eu des combats qui ont été menés parallèlement. On a gagné la faute lourde contre l'État. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qui s'est passé, en fait, quand vous dites on a gagné la faute lourde, voilà, qu'est-ce qui l'histoire un petit peu qui s'est passée? C'est-à-dire que ma nièce, entre autres, qui est devenue ma fille aujourd'hui, c'est un fait divers qui a défrayé un peu toute la France entière en 2018 parce que les gens se sont rendus compte. C'était une petite fille qui a vécu des viols au domicile de ses parents, mais qui a été aussi martyrisée par ses parents, qui a été confiée à ses parents malgré le fait que la mère avait fait un infanticide et que la violence de l'infanticide était hors norme, c'est-à-dire 170 coups de couteau sur la première petite fille, sur la sœur aînée de Karine. Et donc, c'était incompréhensible que cette petite fille puisse être élevée, mais si, la maman avait le droit à une deuxième chance. Alors effectivement, ça interroge. Les parents ont accueilli un pédophile reconnu, condamné déjà par la justice à leur domicile. On n'a pas pu aller vers la complicité. Donc, on s'est battu, mais on n'a pas pu y aller. On a senti, honnêtement, qu'à la Cour d'appel de Bordeaux, c'est passé à très, très peu de choses. Aujourd'hui,
En fait, si vous voulez, dans tout ce dossier, dans tout ce processus, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et malgré le fait que c'était un pédophile, que les services sociaux savaient que c'était un pédophile, hein, il était condamné, c'était comme si rien n'a été fait. Donc la petite a souffert 5 ans quand même, elle a été violée pendant 5 ans. Il vivait au domicile, donc il utilisait Karine comme bon lui semblait au moment où ça l'intéressait. Et malheureusement, ensuite, à l'extérieur, Karine a subi aussi des agressions de jeunes en réunion pendant plusieurs années. Et elle est arrivée chez nous, elle avait 10 ans, c'était une petite fille complètement déconnectée en fait, elle était dans un autre monde. Il a fallu reprendre les choses, l'aimer déjà, parce qu'elle n'avait jamais été aimée. Et on s'est rendu compte que petit à petit, l'amour dont elle bénéficiait au sein de la structure familiale la poussait à avancer. Parallèlement, il y a eu des plaintes parce qu'elle a parlé, donc tout s'est mis en route, la justice s'est mis en route, mais d'une façon très, très lente. Ouais. Quand je dis lente, c'est très, très lent, puisqu'elle a parlé en 2009, le procès a eu lieu en 2018. Donc 9 ans de procédure pour un, pour les autres, c'est 2019-2020. Donc, incompréhensible. Et donc, en 2014, je rencontre Maître Tuan, 2015, et il me dit, vous savez qu'il y a de quoi attaquer l'État. J'étais déjà dans tellement de procédures, tellement de choses, je me dis, je vais y réfléchir. Et puis à un moment donné, je me suis dit, eh oui, pourquoi pas. Et il m'a dit, je garantis rien, c'est une première, je ne sais pas si on y arrivera, et on y est arrivé. On avait eu un premier jugement où on nous donnait le déni de justice. C'est ça. Et ensuite, on est allé chercher la faute lourde et on l'a eu avec un jugement hors norme, une motivation extrêmement bien faite. Et je pense que la magistrate a pris le temps, mais a vraiment compris ce qu'on était allé chercher. Ce n'est pas l'indemnisation qui était importante, c'était la motivation du jugement, parce qu'elle ouvre des portes considérables pour d'autres victimes. Et là, on est retourné chercher des dénis de justice pour les autres procédures qui n'ont pas été à temps. Donc, on parlera encore de nouveau. C'est extrêmement intéressant, vraiment. Je vous remercie aussi de témoigner, je dirais, avec toute votre humanité, parce que derrière les associations d'aide aux victimes, on a bien souvent des gens qui ont justement vécu ça de l'intérieur. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Si on est un peu acharné comme ça, c'est parce que on l'a vécu dans nos tripes et qu'on a vu les défaillances du système judiciaire et du système de protection en face. Et du coup, justement, vous avez fait une proposition. Enfin, en tout cas, vous êtes en train de travailler sur une proposition justement pour renforcer la protection des enfants aujourd'hui. Est-ce que vous voulez nous en parler? Alors, moi, ce qui m'a le plus effrayée et ce qui m'effraie dans tous les dossiers, c'est qu'il faut presque que l'enfant soit reconnu victime quand il est reconnu victime pour qu'on le protège enfin. Ouais. Et qu'on a beau saisir le juge pour enfants, on a beau saisir le juge des affaires familiales, on est dans la présomption d'innocence absolue. Et à un moment donné, je me dis, la présomption d'innocence, est-ce qu'il ne faut pas la laisser tomber pour aller vers la présomption de l'enfant, de sa sauvegarde et de sa vie, parce que quelque part, c'est sa vie qui est en jeu. Et donc, oui, on a travaillé sur un projet de loi qu'on a envoyé au ministère de la Justice. On attend ce retour pour savoir s'il faut le modifier, s'il va être porté par des députés. C'est une ordonnance de protection, au même titre qu'on protège les femmes pendant la violence conjugale. Est-ce qu'on ne pourrait pas enfin protéger les enfants, de ne pas se poser de questions, de se dire, voilà, l'enfant, il a été auditionné, sa parole est crédible, il a dit ce qu'il avait à dire. Là, maintenant, présentement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le laisse repartir comme ça ou est-ce qu'on le place? Mais alors ça, c'est la solution soi-disant miraculeuse, mais qui n'en est pas une, parce que malheureusement, ce n'est pas l'idéal pour les enfants. Ou est-ce qu'on le protège complètement et est-ce qu'on extrait l'auteur pour que justement l'enfant soit vraiment protégé? On se donne 6 mois. On se revoit dans 6 mois, mais pendant les 6 mois-là qui viennent, l'enfant, il n'a plus accès à l'auteur. L'auteur n'a plus accès à l'enfant non plus. C'est ça l'important. Oui, justement, je rebondis, ça c'est sûr que l'éviction de l'auteur, la mise à distance, c'est vrai qu'on sait très bien que de toute façon, à partir du moment où l'enfant il est dans une situation, il va être protégé. En plus, il va libérer encore plus la parole puisqu'il va pouvoir se permettre de parler, puisque voilà, toutes les injonctions au silence que les auteurs de violences sexuelles créent, elles sont réellement là. Hein. Il y a un processus d'emprise qui est réel, on le sait depuis très longtemps. Hein.
collectif féministe contre le viol, elles se battent depuis plus de 30 ans pour dire mais ils fonctionnent tous de la même façon et ils emprisonnent l'enfant dans le silence et ils le maintiennent sous emprise. Donc à partir du moment où en effet il est mis à distance de l'enfant, bah, ça devrait le soutenir. Et du coup, j'entends aussi dans ce que vous dites, il y a un point important quand vous dites le placement, c'est pas l'idéal. En effet, les enfants qui sont placés en foyer, bah, ils sont face à des professionnels qui sont censés les accompagner, mais tous les professionnels ne sont pas correctement formés, Et notamment sur l'accueil de la parole de l'enfant. c'est même pas ça pour moi. Le premier danger, c'est qu'on mélange des enfants auteurs avec des enfants victimes dans les foyers. Il y a de tout. Ouais. Et que des enfants qui ont déjà été victimes, attention à la deuxième fois. On sait que quelqu'un qui a été victime a plus de chances d'être encore victime. Enfin, plus de chances, non, a malheureusement moins de chances de passer à travers. C'est comme ça qu'on devrait dire. Et donc, dans les foyers, malheureusement, on côtoie les auteurs, parfois de violences sexuelles, avec des victimes. Et donc, inévitablement, on crée là un vrai danger. Et est-ce que l'enfant est fait pour vivre en collectivité? Non, il est fait pour vivre dans un cadre sécurisant, aimant. Et dans un foyer, on ne peut pas aimer. C'est pas possible. On n'est pas là pour aimer l'enfant, on est là juste pour le garder quelque part. Et lui donner les choses minimum nécessaires à sa survie, c'est-à-dire l'alimenter, lui donner des vêtements, lui donner un toit, point barre. Mais son éducation passe souvent à travers, parce que les enfants, malheureusement, qui sont placés, l'éducation est absente, hein, l'aide aux devoirs, la remise à niveau, tout ça, on n'en parle pas. L'amour. Un enfant ne peut pas croître sans amour. Une plante, elle a besoin d'eau. C'est essentiel à sa vie. Eh ben, un enfant, il a besoin d'amour. Il ne pourra pas accéder à l'adulte de demain si on ne lui donne pas d'amour. C'est pas possible. Il est fait pour être aimé. Et un enfant doit être aimé. Et on doit lui dire qu'on l'aime. On doit lui dire qu'il est important. Et ça, c'est des choses qui sont absentes dans les foyers, mais qui sont absentes dans les familles d'accueil, chez les assistants familiaux, puisqu'on leur dit surtout, restez professionnels. Les enfants, vous ne devez pas les aimer. Mais à quel moment cet enfant-là, il va pouvoir passer tout ça? À quel moment il va se dire, mais j'existe, j'ai de l'importance, je suis moi et j'ai le droit d'être aimé. Comme j'ai le droit d'aimer les autres, j'ai le droit d'aimer ma famille d'accueil, j'ai le droit d'aimer mon éducateur, pourquoi pas? J'ai le droit d'être en lien avec cet éducateur. Et le turnover de l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui empêche à l'enfant de créer un lien. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'éducateur, il a disparu de la circulation, il n'est plus là. Voilà. Bon, bref. Et on change, et on en met un nouveau. Et alors, l'aide sociale à l'enfance confie beaucoup les enfants à d'autres associations de protection de l'enfance. Ce qui veut dire qu'on multiplie les intervenants autour de l'enfant, alors qu'il n'en faudrait qu'un. Et là, on les multiplie. Et il n'est pas rare de voir que l'enfant, il a 2, 3 éducateurs, intervenants sociaux autour de lui, plus le turnover. Mais petit bout, il a perdu ses repères. Déjà qu'il a perdu les repères de la famille qu'on devait lui enseigner, il perd les repères de ce que c'est qu'une structure. Il n'y a plus rien. On ne les tient plus, ces gamins. Et une bonne partie des enfants de l'aide sociale à l'enfance deviennent délinquants ou sont délinquants parce qu'ils sont mélangés avec les autres. Et là, on a tout perdu. Donc, moi, je préfère qu'on protège l'enfant à la sortie de l'audition, qu'on voit qui peut l'accueillir, des grands-parents, une tante, un oncle, et que tout de suite, la décision soit prise. Vous voyez, après chaque audition, il devrait y avoir une réunion, soit en visio, soit voilà, il y a le parent protecteur ou les parents protecteurs, parce que parfois, c'est pas les parents, et fort heureusement, qui ont agressé l'enfant. L'aide sociale à l'enfance, la justice, des représentants, et on dit là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là, vous vous engagez? Puis aller chez vos parents, si par exemple c'est le grand-père, est-ce que là vous vous engagez, madame, monsieur, à quitter le domicile parce que là on doit protéger votre enfant. Voilà, il n'y a pas besoin de prendre de mesures coercitives, mais par contre il faut protéger l'enfant. C'est vital. Voilà. Et pendant ces 6 mois, ça a le temps de mettre l'enquête en avant. Alors, quand je dis protéger l'enfant, ce n'est pas de visite médiatisée, évidemment, parce que c'est ce que les magistrats aiment bien faire, hein, maintenir le lien à tout prix, alors que l'enfant a été victime. Et puis que l'enfant, il faut qu'il fasse une pause avec ce qu'il a vécu. Ça ne veut pas dire qu'il aimera moins papa. On a le droit d'aimer papa, même si papa a fait des choses mal. On a le droit, mais chaque chose en son temps. Là, on est dans le temps où l'enfant doit être protégé. Et peu à peu, on reprend les choses avec l'enfant, avec une bonne assise psychologique, on peut reprendre tout ça. On a le droit d'aimer papa. C'était pas bien ce qu'il t'a fait, mais tu as le droit de l'aimer. Tu as le droit de te rappeler les bons souvenirs de papa.
Il n'a pas été que mal. Il est parti de foot avec papa, les dîners d'anniversaire. Ça, l'enfant, il a besoin, c'est sa base. C'est l'acte, voilà. Et je trouve qu'on est trop aujourd'hui sur... mais peut-être que vous ne partagez pas mon idée, mais moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on est trop sur... il faut condamner à tout prix. Il faut la condamnation. Moi, je pense que le problème, il n'est pas là. Il faut que l'enfant soit reconnu victime. Ce qu'il y a autour, ce n'est pas son problème. C'est le problème des adultes. Mais dire à un enfant, OK, là, nous, on te reconnaît victime. On sait que ce que tu as dit était vrai. Et notre devoir, c'est de te protéger. Déjà, on a gagné beaucoup de choses. Et je pense que ça éviterait, ça éviterait les non-lieux qui font mal. Ça éviterait les classements sans suite qui font mal. Voilà, parce que justement, c'est ça l'enjeu de ce Didi Marathon Prévention, c'est de parler du classement sans suite, parce qu'on a des situations, que ce soit pour des enfants aujourd'hui enfants ou pour des enfants devenus adultes, malgré le courage qu'ils ont d'aller rapporter ce qu'ils ont vécu, d'aller écrire une lettre au procureur, d'aller déposer plainte, etc. Il y a des classements sans suite. Et le code pénal qui fait ça, c'est-à-dire que le code pénal, il est sur la preuve matérielle et on n'est pas sur la preuve de la parole de l'enfant. Or, en ayant un nouveau concept, c'est-à-dire pas forcément judiciaire, vous voyez ce que j'essaye de dire, pas forcément aller chercher la condamnation de l'auteur, mais de dire, l'enfant là, OK, il a fait son audition, il est victime. Non, moi, magistrat, je considère que ce qu'il a dit était vrai. Il n'y aura sans doute pas de preuve. Donc la justice, ça ne sert à rien de la saisir. Je suis désolée, puisqu'on va aller vers un non-lieu. Est-ce qu'on ne peut pas, là, dire l'enfant est victime, on le protège? Ça veut dire qu'en fait, vous vous placez plus, pas sur le droit pénal, mais plus sur le droit administratif ou le droit civil? C'est ça, hein? Voilà. Et je pense qu'on fait une erreur à vouloir aller sur le droit pénal, systématiquement. Et peut-être qu'une fois qu'on a gagné ça, que l'enfant est protégé, on peut faire la justice restauratrice, parce que moi, j'aime pas restaurative, restauratrice à un moment donné, aller vers ça. Travailler comme font les Québécois dans un centre où l'auteur et l'enfant peuvent à un moment donné se rejoindre et se dire, ce que tu m'as fait, c'était mal. Et que papa dise, je suis désolée, je t'ai fait du mal et je te demande pardon. C'est ça qui a de l'importance pour la victime, qu'on lui demande pardon. Je t'ai fait du mal et je te demande pardon. On peut mettre en place des indemnisations financières. Vous voyez, avec la justice restauratrice. Mais je trouve que les esprits ne sont pas ouverts à ça. Et pourtant, on y gagnerait pour la victime. Ça ne sert à rien d'emmener. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup de victimes qui se mettent en danger, qui veulent absolument se reconfronter à l'auteur pour aller revérifier, pour aller revalider. Et c'est ce qui souvent d'ailleurs les fait agir derrière en justice, mais ce qui aussi crée de nouveaux traumatismes, parce que souvent il y a de nouvelles violences dans ce contexte-là. Je ne suis pas pour l'imprescriptibilité. Parce qu'à un moment donné, il faut que les choses s'arrêtent pour permettre à la justice de commencer à avancer. Si on fait une imprescriptibilité, ça veut dire que toute notre vie, on va pouvoir agir. Mais quand vous êtes dans ça, vous avez oublié qu'il fallait avancer et construire une vie. C'est intéressant d'avoir des points de vue sur justement le... Je suis contraire à beaucoup de gens. Mais c'est mon expérience personnelle qui me dit ça. Moi aussi, j'ai été violée. Qu'est-ce que ça m'apporterait aujourd'hui d'aller porter plainte? Rien. J'ai des tocs. Oui. J'ai gardé des traumatismes. Oui. Est-ce que quelqu'un peut me les enlever? Non. Alors, j'ai appris à faire avec. Je sais qu'il ne faut pas que je prenne le métro. Je sais que je ne supporte pas les gens qui sentent la sueur. C'est comme ça. Ça me prend à la gorge. Je sais que je suis prête à faire un malaise. Mais est-ce que ça m'a empêché d'avoir une belle vie? Non. J'ai 6 enfants. J'ai 9 petits-enfants que je chéris. Est-ce que ça m'empêche d'être quelqu'un de bien? Non. Alors apprenons aussi qu'on peut faire autrement. Et donc ça, c'est tout ce que vous diffusez aussi au sein de votre association, du coup? Oui. Parce qu'il faut avoir un message d'espoir et que la vie, elle est belle. Et qu'il faut se saisir de cette belle vie pour en faire quelque chose de bien. Et c'est ce que je dis souvent aux enfants. Tu sais, la vie, elle est belle, tu es quelqu'un de bien. Et c'est toi qui détiens les clés au fond de ton cœur de faire quelque chose de bien de ta vie. Crois-moi, on peut faire des choses belles dans la vie. Et c'est ça qui est important aussi. En fait, vous les remettez dans la vie. Oui, il faut les remettre dans la vie et pas dans la victimisation essentielle. C'est ça.
On sait qu'il y a des petits bouts, qu'on ne va pas pouvoir… la justice ne sert à rien. Ne sert à rien. C'est pas la peine. Ça va durer des années. Le problème, c'est qu'on se sert de la justice aujourd'hui parce que c'est le seul moyen de protéger un petit peu l'enfant. C'est ça. Et si on avait cette ordonnance de protection, il y aurait besoin systématiquement de saisir la justice. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des enfants qui sont abusés par les grands frères et les grandes sœurs. Vous vous rendez compte? La fêlure dans la fratrie qu'on fait, ce fardeau à porter pour les parents, lequel je choisis, vers lequel je vais aller. Or, ce sont mes enfants, c'est tous les miens, je les ai mis au monde, je les aime. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir déjà entre experts autour d'une table et d'admettre que l'autre, il a peut-être raison, que le judiciaire n'est pas essentiel dans la vie pour avancer? Or, aujourd'hui, les gens, on voit bien, les réseaux sociaux ne permettent pas cette discussion. Et c'est bien dommage. Vous sentez qu'en fait, il y a une effervescence sur le fait d'aller à tout prix vouloir condamner La prescriptibilité, on se bat. Mais en attendant, présentement, là, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants aujourd'hui qui sont violés? Pas grand-chose. Se battre pour le passé, ça a guère d'intérêt. Excusez-moi, hein, ça a guère d'intérêt. Mais là, pour les enfants d'aujourd'hui, on peut faire des choses. Et en faisant de la prévention, on peut empêcher que ça arrive demain. C'est ça mon combat aujourd'hui. C'est que pour le passé, on ne changera pas. Hein. Les victimes d'hier sont les victimes d'hier. Et je le dis, j'en suis. Donc, j'ai pas vous voyez, j'ai pas… Voilà. J'ai accompagné ma nièce qui est devenue notre fille aujourd'hui parce qu'elle est adoptée. Et donc, je le sais, d'autant plus qu'aujourd'hui, elle a passé, malgré tout ce qu'elle a vécu. Elle est maman, elle a une belle petite fille, c'est une belle maman, elle est épanouie. Donc oui, mon discours, je le sais. Il peut donner des chances. Et la victimisation, elle vous renferme, elle remet une chape de plomb et on a l'impression qu'on porte ça sur ses épaules. La vie, elle est belle. Est-ce qu'on ne peut pas s'en saisir pour faire quelque chose de bien de sa vie? Être heureux. C'est quoi le bonheur? Eh oui, mais c'est des petites choses qu'on oublie de dire aux victimes. Voyez, et je pense qu'aujourd'hui, on a un tort, c'est qu'on n'accepte pas de dialoguer et que l'autre puisse avoir raison. Moi, je travaille beaucoup avec les CRIAFS. J'ai besoin de cette expertise qu'ils ont sur les auteurs. J'apprends beaucoup de choses. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il faut casser la boucle. Casser la boucle. Pour casser la boucle, il faut en parler. Il faut que l'auteur s'assoie à côté des victimes. Mais ça ne se fera pas dans le monde judiciaire. Oui, et puis et d'abord avoir été protégé en fait, hein, parce que pour pouvoir aller s'asseoir de nouveau à côté de l'auteur, c'est dire qu'on a été protégé. C'est ça, il faut pouvoir le dire. L'important pour moi aujourd'hui, c'est de protéger l'enfant. C'est essentiel, essentiel. Il n'y a que ça qui compte. Bah vraiment, merci beaucoup hein, pour cette interview extrêmement riche qui jette un pavé dans la mare pour susciter de nouvelles réflexions, pour aborder les choses différemment. C'est vrai que ça fait des années que de toute façon on se bat pour que les lois elles évoluent. Bon, c'est aussi un combat qu'on doit aussi entendre en effet. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, l'ordonnance de protection ne concerne que les victimes de violences conjugales. On sait très bien que les enfants sont eux-mêmes victimes des violences conjugales, sauf qu'en fin de compte, il n'y a aucun dispositif qui vient les soutenir, mis à part qu'ils soient pris par la main par le parent protecteur et emmenés loin, et encore, c'est compliqué. Et puis, il n'y a aucun relais entre le pénal et le familial. Vraiment un problème, hein, l'association SOS Les Mamans, justement, qui a lutté pendant plusieurs années sur ce sujet. Ah d'accord, voilà, pour faire le lien en fait, hein, cette association, elle essayait justement de faire le lien et puis elle s'est éteinte parce que c'était impossible. Alors, pas tout à fait. Elle s'est éteinte parce que il y avait personne pour reprendre le relais. Ça m'a tenté à un moment donné. Hein, Carole Panoz m'avait proposé, et vous voyez, voilà. Mais j'étais déjà partie sur les enfants, et voilà. Mais j'accompagne beaucoup de mamans de violences conjugales, donc il n'y a pas de souci pour moi. Je continue. C'est un axe, hein, c'est un axe de travail qui est différent quand même de celui des enfants. Hein, oui, mais je vais vous dire, le protocole Calliope, il va être adapté pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc, je sais qu'on travaille sur le même axe, en fait. C'est pas bien de dire qu'on n'est pas sur le même. Une violence est une violence, quelle qu'elle soit.
Qu'elle soit faite à l'enfant, qu'elle soit faite à un adulte, c'est une violence. Et je pense que vous voyez, alors justement, je vais peut-être vous étonner, mais il y a trop de gens qui se sont sectorisés. Violence faite aux femmes, violence faite, le harcèlement, le machin. Ça sert à... Une violence est une violence. Parlons de la violence. Parlons-en. Mais vous voyez, il n'y a pas une violence moins bonne qu'une autre ou plus importante qu'une autre. Une violence, c'est une violence. Les violences faites aux personnes âgées, c'est des violences. Donc parlons de la violence et pourquoi la violence. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter la violence? Comment est-ce qu'on peut, vous voyez, le bébé secoué, c'est une violence. Oui, j'ai vu que sur votre site internet, vous en parlez, vous militez aussi pour sensibiliser sur ce sujet. On essaye de travailler avec ça, mais nous, on veut former les gens. Mon but, c'est de former. On sait que c'est là que le bas blesse. Et que ce n'est pas un discours ambiant. Mais pourtant, les gens sont mal formés. S'ils étaient mieux formés, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est un problème récurrent. Et pourtant, il y a de l'argent dans l'information professionnelle. Voilà. Mais le problème, c'est comment l'argent est rediffusé. C'est hyper important parce que la formation continue, elle n'est pas là. C'est très compliqué pour les gens d'avoir des accès à ça. Or, pour moi, l'essentiel, il est là. La formation continue. Être en capacité de se former tous les ans. Parce que les choses avancent. Le cerveau, la recherche sur le cerveau est phénoménale en ce moment. On sait que le cerveau peut se régénérer, peut redevenir. Donc, la matrice se régénère. Ça veut donc dire que les traumas peuvent disparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas un discours qu'on entend. Parce qu'on est au contraire en dire ouais, le trauma, on le porte toute notre vie. Non, le cerveau, la recherche, il faut parler de ça. Parce que c'est un formidable espoir pour les enfants qui ont vécu des traumatismes. Mais comment est-ce qu'on peut les faire progresser? Eh ben, il faut leur apprendre à gérer cette colère qu'ils ont en eux. C'est primordial pour éviter qu'ils se renferment. Écoutez, je vous remercie vraiment en fait pour l'ensemble de ces mots. C'est une interview extrêmement riche. Donc du coup, on peut retrouver l'ensemble de ces informations sur votre site internet. Je le partagerai sous la vidéo. Et du coup, j'ouvre aussi en disant donc vous ne recevez pas que des victimes qui viennent de la Bretagne. En fait, vous accueillez toute personne qui est en demande d'aide. Oui, c'est ça. Demande d'aide. Pour nous, c'est très important. On ne peut pas dire à une victime, ah oui, mais ce n'est pas mon secteur. Non, mais où on va là? Excusez-moi. Mais voilà, une personne qui est victime, un enfant qui est victime, il est victime, point barre. Le reste, moi, je ne me pose pas de questions. Merci beaucoup. Je pense que c'est un formidable message de soutien et d'espoir que vous portez. Merci beaucoup d'avoir participé au Didi Marathon Prévention. Et puis donc, on vous retrouve bientôt pour les prochaines actions. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.